Oh! Et qu'est-ce que c'est ce bleu là? C'est immonde. Tu déconnes ou quoi? C'est parce que je suis en face de la fenêtre, alors forcément la lumière varie. Aujourd'hui, je vais te parler de politique. Non, je déconne. T'as eu peur, hein? Non, aujourd'hui, c'est la review culturelle pour le mois d'avril 2017. On commence en musique. Ce mois-ci, j'ai écouté le dernier album de M, alias Mathieu Chédid, qui s'appelle L'âme au Mali, qui est une contraction en fait, en un seul mot, de l'âme au Mali. C'est un album collectif qu'il a fait suite à un voyage au Mali en 2016, donc il y a plusieurs artistes qui participent à cet album en plus de lui. C'est un album très honorable, pas désagréable du tout, on l'écoute avec beaucoup de plaisir, c'est très dépaysant. On sent vraiment l'esprit de l'Afrique dedans, d'ailleurs M s'est entouré d'artistes africains pour faire cet album. Maintenant, je suis pas sûre qu'on ait envie d'écouter cet album tous les jours. Au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu, d'autant plus que, plutôt que d'explorer la musique africaine dans ce qu'elle peut avoir de vraiment euphorisant, de dynamique, de percutant, M a plutôt choisi de s'attacher au côté nostalgique et mélancolique de la musique africaine. Donc il y a 2 ou 3 chansons qui balancent bien, notamment le single qui vient de sortir qui s'appelle le bal de Bamako. Celle-là, elle envoie bien du bois, elle est vraiment... elle te met dans le bain, elle te donne envie de danser, mais sinon, la majorité des chansons de l'album, c'est plutôt des chansons assez lentes, assez... voilà, assez mélancoliques et assez nostalgiques, ce qui fait que même si, encore une fois, cet album est très honorable, c'est du très bon boulot, et c'est vrai que c'est dépaysant, t'es tout de suite transporté en Afrique. Bon, au bout d'un moment, ça devient un petit peu ennuyeux, et voilà, encore une fois, je suis pas sûre que c'est le truc qu'on peut avoir envie de se mettre en boucle. En DVD, ce mois-ci, j'ai découvert la trilogie Divergente. Tout à fait par hasard. D'ailleurs, c'est pas vraiment le genre de truc que j'aime bien regarder. C'est pas trop mon genre de cinéma. Mais bon, là, j'ai eu l'occasion de voir cette trilogie. J'étais curieuse, je l'ai vue. C'est une intrigue futuriste. Ça se passe dans une époque post-apocalyptique. Et la société, à ce moment-là, s'est scindée en 5 castes, avec des fonctions bien spécifiques à chacune des castes. L'histoire, c'est qu'au moment de son adolescence, chaque être humain doit décider de la caste à laquelle il va appartenir, parce que, évidemment, plus tard, son rôle dans la société dépendra de la caste à laquelle il appartient. Donc vers l'âge de 15, 16, 17 ans, il y a une cérémonie où donc chacun choisit le groupe auquel il va appartenir. Et de temps en temps, ça peut arriver qu'on trouve certains êtres humains qui ont la capacité d'appartenir aux 5 castes, c'est-à-dire qu'ils ont développé en eux les compétences de chacune de ces castes. Et dans ces cas-là, on appelle ces êtres-là les divergents. Et ils sont pas vraiment très bien vus par les gouvernants, qu'on a bien placé tout le monde dans des cadres bien fixés, tu vois. Et quand tout d'un coup il y a quelqu'un qui sort du cadre, eh ben ça fout un petit peu la merde. Donc on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Triss et qui se trouve être une divergente. Et il va donc lui arriver des tas de bidons suite au fait qu'elle est divergente. Contre toute attente, parce qu'encore une fois, c'est pas trop mon genre de cinéma, ces machins d'action avec de l'orgie d'images de synthèse. Généralement, ça me laisse assez froide. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal fait, je trouvais qu'il y avait un assez bon rythme, j'ai trouvé qu'il y avait une scénographie qui était pas mal, qu'il y avait un assez beau rendu esthétique, que les comédiens s'en sortaient bien. Le scénar était un peu tiré par les cheveux. Disons que sur 3 épisodes, au bout d'un moment, ça s'essouffle un petit peu, ils essayent de trouver des tas d'autres inventions de mondes parallèles, de complots, voilà, de dirigeants qui manipulent d'autres dirigeants qui sont eux-mêmes manipulés par des trucs. Bon, à la fin, ça devient un petit peu un gros boxon. Mais honnêtement, j'ai vraiment suivi ça sans déplaisir. J'ai trouvé que c'était pas si mal. Ensuite, au niveau des tarots, je me suis procuré 2 nouveaux jeux. D'abord, celui-ci. Le Native American Oracle Cards, qui est donc, comme son nom l'indique, un jeu qui s'appuie sur la tradition amérindienne, dont tu sais que je suis assez férue. C'est un jeu qui est sorti chez Los Scarabeo, un éditeur que j'aime beaucoup puisqu'il se trouve que c'est mon éditeur à moi qui publie mes tarots. Donc tu as un petit coffret, dans le petit coffret il y a la petite languette qui te permet de sortir le livret ainsi que les cartes. Si j'ai bien compris, en fait c'est une réédition d'un jeu qui existait déjà et donc qui vient de voilà qui vient d'être réédité par Los Scarabeo. Les cartes sont ma foi fort jolies, voilà, tu vois, si tu veux un petit peu en gros. Bon là je te le fais très très vite, hein. C'est juste pour que tu aies un peu un aperçu du jeu. Tu vois, il y a un Dreamcatcher. Voilà, il y a tous ces trucs là.
Donc on est vraiment dans la plus pure tradition amérindienne avec tous les éléments qui sont typiques de la tradition amérindienne. Le dreamcatcher, le calumet de la paix, la roue de médecine, l'arbre sacré. Le petit livret est fourni en version multilingue évidemment. J'ai fait quelques tirages. Ce qui m'a un petit peu frustrée, c'est qu'en fin de compte, les explications qui vont avec chacune des cartes s'appuient surtout à te décrire ce qu'il y a sur la carte. C'est-à-dire, voilà, si tu tombes sur le Dreamcatcher, on va longuement te parler de qu'est-ce que c'est le Dreamcatcher, quelle utilité il avait pour les Amérindiens. Donc évidemment, ça a une grande valeur culturelle et historique. Maintenant, en termes de développement personnel et de tarot, parce que c'est quand même à ça que ça sert, un jeu divinatoire, ça sert à se tirer les cartes et à trouver des réponses pour soi. Bon, bah là, du coup, j'ai trouvé que la partie purement divinatoire, elle était hyper succincte, donc les tirages sont pas forcément très utiles. Maintenant, c'est un jeu que je suis très contente d'avoir parce que c'est un truc amérindien, donc et puis en plus il est fort joli. Donc voilà, mais je pense pas que ce sera un jeu dont je vais vraiment me servir pour des tirages. J'ai eu un peu le même problème avec l'autre jeu que j'ai acheté ce mois-ci. Ce deuxième jeu que j'ai acheté, c'est le Everyday Witch Tarot aux éditions Le Willin. Le Willin, apparemment, ils ont décidé de faire un gros effort au niveau du packaging et c'est tant mieux. Parce que jusqu'à présent, leurs coffrets, ils étaient assez merdiques. C'était présenté dans du carton, pas du tout, là tu vois, c'est du carton vraiment dur, c'est un coffret en dur qui va pas s'abîmer. Alors qu'avant, c'était dans du carton beaucoup plus fin, donc beaucoup plus fragile. Ensuite, à l'intérieur, tu avais le livret et tu avais un autre petit emballage carton qui pouvait contenir les cartes, mais qui était jamais ajusté aux cartes, ce qui fait que les cartes dedans, elles godillaient, ça valdinguait de tous les côtés. Donc c'était vraiment, au niveau des finitions, c'était vraiment pas top. Et là, ils ont dû avoir des mauvais retours de la part des acheteurs. Du coup, ils ont fait gaffe. Et ils présentent maintenant des coffrets qui sont vachement mieux gréés, tu vois, donc déjà là on est dans du dur, il y a un petit truc aimanté qui te permet d'ouvrir le coffret, ensuite dedans les finitions sont beaucoup mieux réalisées. T'as la petite languette qui te permet donc de retirer le livret, qui est donc là, et puis ensuite il y a le rangement même des cartes, donc là elles ont vraiment un petit encart pour les ranger, qui est exactement à leur taille, et avec la languette tu peux également sortir les cartes. Donc le Everyday Witch Tarot, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui s'appuie sur les histoires de sorcières, mais des histoires de sorcières qui sont remises au goût du jour. Là on te présente des sorcières qui sont tout à fait modernes. Néanmoins, on est dans la tradition pure de l'imagerie des sorcières. On a des chats noirs, on a des balais, on a des chaudrons, on a des chapeaux noirs pointus. Mais c'est très ludique, c'est très coloré, c'est très ambiance teenager, c'est très remis au goût du jour. Je trouve que le livre est vachement joli, parce que souvent les livres sont en noir et blanc. Là, il est en couleur. Il est vraiment tout à fait mignon. Les cartes, elles aussi, elles sont mignonnes, elles sont vraiment mignonnes, elles ont des couleurs comme ça très pop, très acidulées. Maintenant, j'ai eu un peu le même souci que pour les Amérindiens, j'ai fait des tirages avec et ils me parlent pas beaucoup. C'est-à-dire que ce que je découvre, les messages que je reçois sont pas très clairs, sont pas très pertinents, sont un peu opaques. Donc voilà, je pense qu'il fera partie des jeux que j'ai parce qu'ils sont beaux et parce que j'aime bien la démarche de l'auteur et de l'artiste, mais ce sera pas forcément les jeux vers lesquels je me tourne pour avoir des réponses satisfaisantes. Les livres, now, ladies and gentlemen. Alors, ce mois-ci, j'ai d'abord lu ça, Angelina Jolie, et comme son nom l'indique, c'est une biographie non officielle de Miss Jolie par Andrew Morton. C'est un gros pavé. Cependant, c'est une biographie qui s'arrête en 2010, donc effectivement, ça ne parle pas du divorce qui a eu lieu dans les Brangelina depuis. Donc on s'arrête au moment où ils sont encore en plein dans le bonheur et dans la création de leur super famille et dans la poursuite de leur super carrière. Et donc voilà, c'est une biographie qui te raconte la vie, l'œuvre et le parcours d'Angelina Jolie. J'ai appris beaucoup de choses sur elle. Je la connaissais pas très très bien et à vrai dire, je suis pas super fan de cette actrice, j'ai rien contre elle, mais je suis pas non plus, enfin voilà, c'est pas non plus une de mes actrices préférées. J'ai trouvé que c'est pas une nana forcément très sympathique. C'est une nana volontaire, courageuse, qui a pas eu une enfance facile, elle est
fille de comédien. Son père, c'est John Voight, comédien assez célèbre des années 70 et un peu 80. Et elle n'a pas eu une enfance super facile parce que ses parents se sont séparés. Elle a été un petit peu ballottée. Elle a souffert d'un syndrome d'abandon assez puissant. Elle a goûté à pas mal de drogue. Elle a eu une adolescence rebelle, un petit peu. Enfin, tu vois, c'est un parcours un peu tourmenté. Ça, d'une certaine manière, ça la rend assez attachante. Maintenant, je trouve que le personnage même est assez froid, est assez dur. Elle ressemble un peu à il y a quelque chose chez elle du serpent, tu vois. Elle est assez fascinante, mais en même temps, c'est froid, c'est un peu... Enfin voilà, ce que l'auteur te décrit de son caractère et puis aussi de son comportement amoureux notamment, de la façon dont elle avait de se ruer sur les hommes, mais vraiment à la façon d'une prédatrice. Bon, c'est vrai que c'est pas un personnage très attachant quand même, Angelina Jolie. Je comprends qu'elle soit un peu fascinante, c'est vrai qu'elle a un physique tellement atypique, mais voilà, tu peux pas dire vraiment que je l'ai trouvée très aimable, en fait. Si tu es très fan d'Angelina Jolie, bah, de toute façon, si tu es très fan, je pense que tu auras déjà ce bouquin dans ta bibliothèque. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus sur cette nana, je te recommande ce livre qui est assez impartial. Il n'est pas en train de lui cirer les pompes et il n'est pas non plus à charge. Il n'est pas en train de te dire que c'est voilà, c'est assez objectif comme manière de raconter l'histoire de cette femme. Donc c'est à ce titre-là, c'est vraiment intéressant parce que tu en apprends beaucoup sur elle. Et puis enfin, je viens de lire ce bouquin qui est tout juste sorti. Ça s'appelle Brigitte Bardot, Pique des répliques. C'est l'inverse. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, ce sont des phrases dites par Brigitte Bardot qui ont été rassemblées par un monsieur qui s'appelle François Bagnot. Et donc il a voulu faire un survol comme ça de la personnalité de Bardot, mais en s'appuyant uniquement sur des choses qu'elle a dites. Alors que ce soit lors d'interviews ou bien dans ses mémoires ou dans des interviews de journaux. Enfin, tu vois, c'est autant des trucs qu'on a pu l'entendre dire que des choses qu'on a pu lire dans les journaux. Donc voilà, il a fait un florilège de tout ce qui montre le mieux la personnalité de Bardot, et donc c'est classé en diverses thématiques. Tu as l'amour, le cinéma, les animaux. Et ensuite, selon chaque thématique, eh ben, c'est classé chronologiquement, c'est-à-dire que tu auras d'abord les trucs qu'elle a dit dans les années 60, et puis petit à petit, tu en arrives jusqu'à maintenant. Alors, ce qui est bien dans ce bouquin, c'est que tu as l'impression d'avoir Brigitte à côté de toi qui te dit les phrases, donc ça c'est très sympa. Maintenant, ce qui m'a quand même moins plu, c'est qu'il y a 3 citations là-dedans qui sont donc attribuées à Montbricheton, sauf qu'elles ne sont pas de Brigitte Bardot. À un moment, il dit qu'elle aurait dit « Le mariage, c'est une merveilleuse institution qui sert à partager à deux les problèmes qu'on n'aurait jamais eus si on était resté seul. » Alors ça, quand même, grosso modo, c'est une phrase qui n'est pas d'elle, mais de Sacha Guitry, qui dit que le mariage, c'est l'art de résoudre à deux les problèmes qu'on ne se posait pas si on était seul. Bon, alors quand même, c'est pas complètement Bricheton. Ensuite, à un autre moment, il dit que elle dit gouverner, c'est prévoir. Alors ça non plus, c'est pas de Brigitte, c'est d'un mec qui s'appelle Émile de Girardin, qui a été un peu l'inventeur de la presse moderne au 19e siècle. Et puis alors enfin, c'est peut-être la plus grave, il fait dire à Brigitte, enfin disons qu'il cite Brigitte dans un autre bouquin, elle aurait dit « À Hollywood, on vous payera un baiser 1000$ et on donnera 50 cents pour votre âme. Je le sais parce que j'ai très souvent refusé la première proposition et très souvent mendié la seconde. » Alors ça, c'est pas du tout de Bardot, c'est de Marilyn Monroe. Je le sais parce que je suis très fan de Marilyn, donc je connais très bien ce qu'elle a dit elle aussi. Et c'est d'autant c'est d'autant moins probable que ce soit de Brigitte Bardot qu'elle a fort peu travaillé à Hollywood. Et toutes les fois où il y a eu des possibilités de rapprochement entre Hollywood et elle, elle les a refusées parce qu'elle ne voulait pas avoir quelque chose à faire avec l'industrie américaine du cinéma. Bon, donc voilà, c'est le seul truc qui m'a gênée. Pour le reste, sinon je te dis, c'est agréable d'avoir le petit Bricheton juste à côté. Et d'avoir l'impression qu'elle nous parle. J'en arrive à mon coup de cœur du mois, c'est un DVD que j'ai vu, Cendrillon, de Kenneth Branagh, qui est l'adaptation live du dessin animé, du célèbre dessin animé de Disney. Alors tu vois, le mois dernier, je tempêtais contre l'adaptation live de La Belle et la Bête par Bill Condon, en ayant trouvé ça complètement lamentable. Je persiste et je signe. Et bien là, avec le Kenneth Branagh, ça m'a fait complètement l'inverse. Et pourtant, Dieu sait que j'y allais à reculons, parce que j'avais peur que ce soit complètement cucu, j'avais pas été convaincue par le casting, je trouvais que la nénette qui était choisie pour Cendrillon, elle était pas belle, donc je voyais pas comme ça la Cendrillon en chair et en os.
Et puis en plus, la bande-annonce m'avait paru complètement à tomber par terre de gnangnatisme. Donc vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais pas allée voir le film au cinéma. Et là, quelle prodigieuse surprise en fait. Passé le début est un peu faiblard, le début est un peu longué, ça met un peu du temps à se mettre en place. Bon, le fameux truc de la pauvre petite Cendrillon qui est traitée comme une boniche par sa salope de belle-mère. Bon, c'est un petit peu laborieux, mais une fois que tu as vraiment passé ces scènes du début qui te mettent en place le beans, alors là, ça s'envole complètement, ça devient absolument prodigieux, et surtout Branagh a réussi ce que n'a pas fait Condon, c'est qu'il réinvente complètement le truc. Et donc, même si tu connais l'histoire de Cendrillon, même si tu sais qu'il va y avoir des moments clés, du genre l'apparition de la fée marraine, la transformation de Cendrillon avec la citrouille, la robe et la pantoufle de verre, puis l'arrivée au bal, puis la fuite du bal, puis la recherche du prince qui se trimballe avec Claude Godaz pour essayer de retrouver la belle. Donc tu vois, tout ça, c'est des trucs vraiment attendus. Et si c'est mal fait, du coup, tu te fais chier parce que tu te dis, oh là, il y a encore ce moment-là, attends, il y a encore ce moment-là. Bon, et ben là, il a fait totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il te propose quelque chose de nouveau pour chacune des étapes clés de sa narration. C'est vachement bien fait, en plus, c'est très beau. J'ai trouvé que la petite Lily James qui fait Cendrillon, bah, elle s'en tire pas si mal. Effectivement, elle propose quelque chose d'intéressant pour Cendrillon parce qu'elle a gardé la douceur, mais elle en fait pas un personnage complètement cul, donc ça c'est pas mal, le prince il est bien aussi, c'est très beau visuellement, bon il y a beaucoup d'images de synthèse, c'est vrai que je crois qu'à tout prendre entre l'image de synthèse et le carton-pâte, moi j'aurais eu tendance à préférer le carton-pâte, mais bon, après tout on a des moyens aujourd'hui, autant en profiter. Donc voilà, c'est très beau, ça m'a vraiment beaucoup plu la robe. Alors la robe, ça réveille toutes les princesses qui dorment dans les cœurs de toutes les femmes, parce que c'est vraiment une robe totalement majestueuse, sublimissime. Enfin bon, disons que ce film remplit son office, c'est-à-dire qu'il te met des paillettes plein la vue, voilà, il t'envoie de la magie en plein dans la tronche. Si tu veux avoir les détails de ce que j'en ai pensé, j'ai écrit une review pour le Ciné des Flemmards là-dessus, tellement ça m'avait plu, j'ai vraiment eu envie d'écrire là-dessus, donc je te parle d'un peu de tout, de Kate Blanchett, voilà, du scénar, de réal, de la scéno, tout est dedans. Voilà, c'était la review pour le mois d'avril 2017. Pour la prochaine review, eh ben c'est dans un mois. Et sinon, je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures caroliniennes. Je t'embrasse. Ce qu'il faut savoir. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, oui, allez, la lumière est devenue jaune maintenant, c'est le bonheur. Val de Bamako, je t'ai dans la peau.